la question est formulée de la manière suivante. L'AES a-t-elle intérêt à intégrer le Togo et le Togo a-t-il intérêt à intégrer l'AES? Le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé, notre cher frère, s'est exprimé sur sa page Facebook il y a 48 heures environ. Et voici exactement les mots qu'il a utilisés. Je voudrais lire les formulations du ministre Robert Dussé. Robert Dussé. Il a dit quelque chose qui augure d'un véritable chamboulement de l'équilibre politique en Afrique de l'Ouest. Si ce n'est à court, du moins à moyen terme. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le Togo, c'était hier à 19h53 exactement, le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres. Une démarche qui suscite l'intérêt et marque un tournant dans la politique africaine. Voilà les mots exacts qui ont été utilisés par notre frère, le ministre Robert Dussé Komla, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Premier aspect du problème. L'AES a-t-elle intérêt à intégrer le Togo dans son alliance? Pour répondre à cette première question, il faudrait se demander quels sont les principes qui dirigent l'Alliance des États du Sahel et se rappeler pourquoi l'Alliance des États du Sahel a été créée. Parce que si on ne connaît pas les principes directeurs de l'Alliance des États du Sahel, et si on ne connaît pas le but de la création de l'Alliance des États du Sahel, on ne peut pas répondre à cette question. Les principes de l'Alliance des États du Sahel sont globalement au nombre de 3. 1. Le principe de souveraineté. Ce sont des pays qui ont décidé que ce sont les dirigeants, le gouvernement, l'État de chacun de leurs pays qui prennent les décisions concernant l'orientation de la vie de leur peuple. Le deuxième principe des pays de la Confédération de l'AES, c'est le principe de la liberté de choix de leurs partenaires stratégiques. Ce sont des pays qui ont décidé qu'une tierce puissance ne peut plus leur imposer d'être en relation avec une autre puissance, avec une quelconque autre puissance. Bref, leurs choix diplomatiques ne seront plus dictés par une quelconque puissance extérieure. Le troisième principe qui guide l'Alliance des États du Sahel, c'est le principe de la défense des intérêts vitaux des populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Alors, selon ce principe-là, en effet, les intérêts vitaux des peuples maliens, burkinabés et nigériens passent avant tous les intérêts vitaux de qui que ce soit d'autre. On peut ajouter un quatrième principe qui est ancré dans la tradition des pays sahéliens, mais notamment du Mali, capitale de l'AES. C'est que ce sont des pays qui s'engagent en réalité à donner tout ou partie de leur souveraineté pour la construction de l'unité africaine, pour le renforcement de l'unité africaine, pour le renforcement de la puissance collective de l'Afrique noire. Bon, voilà les principes qui guident ces pays. Mais quelles sont les motivations qui ont amené les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani au pouvoir dans leur pays? Les motivations qui les ont amenés avaient pour but de mettre fin à des gouvernements soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental et opposés aux intérêts populaires. Tel était le cas du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Tel était le cas du gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré et de Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. Tel était le cas du gouvernement de Mohamed Bazoum au Niger. C'était des gouvernements néocolonisés, des gouvernements couchés sous les 4 volontés de Paris et de l'impérialisme occidental. Les 3 révolutions populaires et militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont des révolutions anticolonialistes, pro-populaires, anti-impérialistes,
ancrée dans la doctrine du panafricanisme. Voilà en résumé les motivations de l'Alliance des États du Sahel. J'ajouterai encore une motivation. Ce sont des pays qui, analysant la déstabilisation terroriste qui frappe l'Afrique en général et le Sahel en particulier, ont compris qu'on ne pouvait pas combattre les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique en continuant à s'associer avec les pays européens et moyen-orientaux qui sont les parrains de ces organisations terroristes. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes qui ont été créées par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN pour maintenir le Moyen-Orient, l'Afrique en instabilité et continuer à se servir des matières premières de ces parties du monde. Gaz, pétrole, manganèse, uranium, coltan, lithium et tout ce que vous voulez. Donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de combattre les terroristes sans s'appuyer sur les puissances qui les ont parrainés. Les puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient qui les parrainent ne sont pas associées à la lutte antiterroriste au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Voilà comment ces pays ont fait partir les détachements de l'armée française, partir les détachements des Nations Unies, inféodés indirectement aux puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales. Ils ont fait partir tous les conseillers militaires étrangers, notamment européens, otaniens, qui se trouvaient dans leur hiérarchie militaire. Et depuis qu'ils ont opéré cette rupture stratégique, cette rupture géopolitique, la lutte contre les terroristes menée par l'AES est la plus efficace sur tout le continent africain et l'une des plus efficaces au monde. Écrivez ça. Écrivez. Tilana Yome Kalbe. Tilana. Tilana. Voilà les motivations de l'AES. Voici les principes de l'AES. Alors, posons-nous la question de savoir, est-ce que le Togo, la République du Togo, telle que nous la connaissons là, est-ce qu'elle remplit les principes et est-ce qu'elle participe des motivations de l'AES? On pourrait penser que oui, puisque, en effet, le président togolais Faure Gnassingbé et son chef de la diplomatie, notamment le professeur Robert Dussé Komla, ont toujours été modérés dans leur attitude envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On ne peut pas l'ignorer. Ils ne se sont pas alignés sur la ligne dure, incarnée par le satrape Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, incarné par le satrape Bazoum au Niger, incarné par le satrape Talon au Bénin, ou le satrape Tinubu du Nigeria. Ils ne se sont même pas alignés sur la ligne dure de Nana Akufo-Addo, qui a quitté le pouvoir au Ghana. Donc, le Togo, du point de vue diplomatique, présente en effet une apparence acceptable pour les pays de l'AES parce qu'il n'a pas été hostile à ces pays. Il a constamment été du côté de la facilitation. Mais ça, c'est ce qu'on peut appeler la forme, l'attitude, le style que le Togo a adopté au plus fort de la crise. Mais allons en profondeur et demandons-nous, mais quelle est la nature de l'État togolais? Quelle que soit la manière de regarder l'État et le gouvernement togolais actuel, ils sont issus du colonialisme et du néocolonialisme français. Le président Gnassingbé Eyadema a fait un coup d'État France-africain pour prendre le pouvoir au Togo. Ça, c'est vrai. Au détriment d'un régime qui devait être l'un des plus grands panafricanistes du monde. Le régime du président Sylvanus Olympio, qui a été lâchement assassiné. Son fils a hérité du pouvoir dans le cadre de la logique dynastique de la France-Afrique. Un peu comme les Déby au Tchad, les Bongo au Gabon, les Obiangema envisagent cela en Guinée équatoriale, etc. Donc, le régime togolais est un régime entièrement issu du néocolonialisme français. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ce régime s'est affranchi de cette dépendance au néocolonialisme français? Voilà la première difficulté. Deuxième élément important, toujours dans la profondeur, si on veut vraiment regarder les choses comme elles sont.
Le régime togolais est lui aussi confronté au terrorisme. Je ne parle pas de la politique intérieure. Le régime togolais est confronté au terrorisme. Plusieurs fois, l'armée togolaise, les populations civiles togolaises ont subi les groupes terroristes. Et ils savent très bien que ces terroristes-là sont en réalité des agents, des mercenaires de l'OTAN, des mercenaires de l'Occident politique et du Moyen-Orient politique pour maintenir l'Afrique en fragilité. Ça, je suis convaincu que les autorités togolaises le savent. Mais la question est la suivante. Est-ce que des officiers occidentaux de l'OTAN ne continuent pas à être pleinement impliqués dans la gestion de l'appareil de défense et de l'appareil sécuritaire du Togo? De telle sorte que, si le Togo venait à adhérer à l'AES, est-ce que les informations stratégiques de l'AES, que l'AES a voulu protéger en dégageant l'armée française, en dégageant la MINUSMA, en dégageant l'armée américaine du Niger, toutes les informations que l'AES a voulu protéger en dégageant l'armée française du Burkina Faso, est-ce que ces informations ne vont pas se retrouver entre les mains des mêmes, précisément parce que le Togo n'a pas opéré la séparation géostratégique, la séparation géotactique, la séparation sécuritaire, la séparation d'intelligence? Voilà le deuxième obstacle pour l'adhésion du Togo en l'état actuel à l'AES. Mieux, il y a un proxy de l'OTAN qui est d'ailleurs littéralement un membre non officiel de l'OTAN et qui est pleinement immergé dans tout le système de défense des grandes dictatures africaines issues de la France-Afrique. C'est Israël. Celui qui est protégé par les services israéliens est protégé par l'OTAN. Est-ce que l'AES a intérêt à intégrer le Togo en sachant très bien que le Togo est encore une plateforme de l'intelligence israélienne? Non. C'est la troisième raison. Enfin, il y a une quatrième raison qui n'est pas des moindres. Mais le Togo, il n'a pas rompu les accords militaires, à ma connaissance. Les accords de défense et de coopération néocolonialistes et colonialistes n'ont pas été rompus. Deuxième élément non moins important, le Togo est toujours membre de la CEDEAO. Il n'a pas quitté la CEDEAO. Est-ce qu'on peut être à la fois membre de la CEDEAO et de l'AES, alors qu'on sait que la CEDEAO a pour ambition la destruction de l'AES? Alors qu'on sait que c'est à cause de la violence téléguidée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental de la CEDEAO envers le Mali, le Burkina et le Niger que l'AES a été créé. Est-ce qu'un pays qui est membre de la CEDEAO peut être membre de l'AES en même temps? Ne court-on pas le risque que les éléments stratégiques, les données stratégiques de l'AES se retrouvent entre les mains justement d'Alassane Dramane Ouattara, de Adebola Tinubu, de Patrice Talon, des aventuriers ambigus de Dakar? Est-ce qu'on ne court pas le risque, en admettant le Togo dans l'AES, de fragiliser l'AES au profit de la CEDEAO? Oui, ce risque existe. Et l'honnêteté intellectuelle nous oblige à le reconnaître. Si nous ne le reconnaissons pas, ce serait un manque de responsabilité envers nos populations. Nous sommes obligés donc de répondre à la première question en toute honnêteté intellectuelle. Je pense que l'AES ne peut pas encore intégrer le Togo. Ne peut pas encore intégrer le Togo parce que le Togo n'a pas rompu entièrement avec le néocolonialisme et le colonialisme français. L'AES ne peut pas intégrer le Togo parce que le Togo n'a pas entièrement rompu avec les puissances de l'OTAN dans le terrain militaire et sécuritaire. L'AES ne peut pas encore intégrer le Togo parce que le Togo n'a pas encore rompu avec la CEDEAO et il n'a pas encore mis fin aux accords néocoloniaux que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dénoncés. Donc, pour moi, du point de vue, si on se mettait du point de vue de l'AES, l'intégration du Togo ne serait pas opportune. Elle n'est pas bienvenue. Elle serait précoce, prématurée et elle mettrait en danger la stabilité de la Confédération. Mais il y a un autre aspect de la question. L'autre côté, c'est le Togo a-t-il intérêt à être membre de l'AES? Le Togo a-t-il intérêt à être membre de l'AES? Je vais vous surprendre.
Mais oui, le Togo a intérêt à être membre de l'AES. Je vais le démontrer. Quel intérêt le Togo a-t-il d'être membre de l'AES? Je vais vous le démontrer. Premier intérêt, le Togo aimerait être le partenaire économique privilégié de la bande côtière de l'AES. Premier élément, c'est une concurrence entre le Togo et le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, le Togo et le Nigeria, par rapport aux pays sans littoral que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Là, le premier argument, pourquoi le Togo veut-il ce rapprochement? C'est pour pouvoir tirer le plus grand dividende économique possible de son statut de pays détenteur de ports sur l'océan Atlantique. Donc, il y a une rivalité. La sortie du ministre togolais des Affaires étrangères répond à une stratégie économique. C'est la défense des intérêts vitaux du Togo aussi qui est en jeu. Tout faire pour que le Ghana, la Côte d'Ivoire, peut-être plus tard le Bénin, la Guinée-Conakry, le Nigeria, ne bouffent pas toutes les parts de marché. Parce que le Togo voit très bien que ses relations diplomatiques avantageuses avec le Mali, le Burkina et le Niger peuvent se traduire pour lui en une embellie économique énorme. Voilà la première raison. Vous comprenez? Deuxième raison. Le Togo sait nécessairement que ce sont les Occidentaux qui sont derrière Al-Qaïda et l'État islamique. Et le Togo, pour se protéger, a besoin de renforcer en effet son alliance militaire avec l'AES. D'autant plus que la fragilité du territoire togolais, elle se fait à partir de sa frontière nord. Donc, en effet, le Togo a intérêt à adhérer à l'AES pour pouvoir, en bonne entente avec l'AES, protéger sa frontière nord, sa population et son armée. Ça, c'est la deuxième raison. Écrivez ça. Le Togo a intérêt. Le Togo en tant que Togo, en tant qu'État. Il faut comprendre la logique de l'État aussi. D'accord? Troisième élément important. Quel est l'intérêt du Togo dans cette affaire? Le Togo a toujours voulu s'imposer par une diplomatie modérée. C'est-à-dire une diplomatie qui consiste à être l'ami de tout le monde. D'ailleurs, je cite le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé-Komla. Le Togo est l'ami de tout le monde. Il n'est l'ennemi de personne. Ce sont les mots du chef de la diplomatie togolaise. Donc, en fait, la logique togolaise consiste à tirer profit de toutes les organisations avec lesquelles il peut être en interaction. Dans la logique togolaise, le Togo devrait profiter à la fois de la CEDEAO et de l'AES, ce qui va augmenter ses avantages. Ils ont fait une théorie des avantages comparatifs. Ils se disent, on peut être, en effet, un pays peut être membre de plusieurs organisations. Donc, du point de vue des Togolais, s'ils adhèrent à l'AES, ils auront les avantages liés à l'AES. S'ils restent à la CEDEAO, ils vont conserver les avantages liés à la CEDEAO. Et ça leur fera plus d'avantages que les pays de la CEDEAO et les pays de l'AES. Vous comprenez le raisonnement togolais? C'est ça le raisonnement. Et puis, il y a un quatrième argument qui pousse le Togo à dire « j'ai intérêt à adhérer à l'AES ». Mais ce quatrième argument, c'est l'argument diplomatique de l'influence, ce qu'on appelle le soft power togolais. Le Togo veut être l'État qui fait le pont, le lien entre l'AES et la CEDEAO. Et si le Togo devenait membre de l'AES, du point de vue du président Faure Gnassingbé, cela lui permettrait facilement de faciliter les choses. Il veut être un État, un peu comme la Suisse fonctionne ici et bien en Europe, un État qui s'entend avec tout le monde et qui, par conséquent, peut être le lieu des médiations. Vous avez remarqué que Genève, c'est le lieu des institutions diplomatiques internationales, c'est le lieu des médiations. Pourquoi? Parce que les Suisses, de toutes les façons, ils sont l'ami de tout le monde. Du moment que tu viens avec ton argent chez eux, tu le gardes dans leur banque, ils t'adorent. Voilà pourquoi ils ont veillé à ne pas avoir trop de carcans juridiques. Ils ne sont même pas membres de l'Union européenne pour ne pas être forcés à suivre un certain nombre de règles communes. D'accord? Je pense que dans la logique du président Faure Gnassingbé, il y a cette idée-là de pouvoir tirer profit de toutes les organisations sans être en conflit avec la moindre. Mais on peut conclure ce point en posant une troisième question. Entre les raisons pour lesquelles l'AES n'a pas intérêt à intégrer le Togo actuellement, et les raisons pour lesquelles le Togo, lui, il a intérêt à intégrer l'AES, quelles sont les raisons qui priment? La réponse est très simple, ce sont les raisons de l'AES. Parce que de toutes les façons, c'est le Togo qui veut aller à l'AES.
Ce n'est pas l'AES qui a dit au Togo, viens t'engager. C'est le Togo qui énonce publiquement son désir d'AES. Donc, en fait, c'est le Togo qui doit remplir les critères de l'AES. Et non pas l'AES qui doit remplir les critères du Togo. Écrivez ça. C'est le Togo qui doit remplir les critères de l'AES et non pas l'AES qui doit remplir les critères du Togo. Voilà. Donc, j'ai fini de traiter le thème là. J'espère que vous êtes suffisamment édifiés. J'ai regardé l'affaire des deux côtés. Côté intérêt de l'AES, côté intérêt Togo. Vous avez pris conscience de l'importance des intérêts. Mais ma réponse en tant qu'Africain, panafricaniste, engagé pour l'émancipation du continent, elle consiste à dire que le Togo n'a qu'à faire les changements, les transformations nécessaires, lui permettant de s'ajuster au projet panafricaniste révolutionnaire de l'AES. Pour moi, le Togo n'est pas encore prêt. D'ailleurs, la formulation utilisée par mon frère et ami le professeur Robert Ducé indique que lui-même il sait qu'ils doivent encore progresser. Il dit, le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Envisage. Quand tu envisages, là, le verbe envisager, c'est un verbe transitif. C'est un verbe en fait qui traduit un processus plus ou moins long. Alors donc, oui, saluons la diplomatie togolaise pour le courage de reconnaître que l'AES est meilleur que la CEDEAO. Parce que tout ça là, c'est un point positif pour l'AES. Qu'elle soit désirée par un pays de la CEDEAO, c'est très bon signe pour elle. Mais en même temps, faisons preuve de lucidité, de responsabilité, en disant au Togo, nous pensons honnêtement que vous avez encore beaucoup d'efforts à faire. Voici les étapes qu'il vous faut remplir pour nous rejoindre d'une manière qui nous sécurise, d'une manière qui nous rassure, et non pas d'une manière qui va nous déstabiliser, qui va nous fragiliser et qui va semer des incertitudes au sein de nos populations et même de notre élite politique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, pour le moment, en conclusion, de mon point de vue, l'AES n'a pas encore intérêt à intégrer le Togo, même si le Togo, lui, il a intérêt à intégrer l'AES. L'AES n'a pas encore intérêt à intégrer le Togo. Le Togo doit faire encore des efforts, beaucoup d'efforts, pour entrer dans le formulaire du panafricanisme authentique de l'AES. Et le jour où le Togo fera ses efforts, nous serons ici parmi les premiers à venir saluer la révolution togolaise. Parce qu'au Togo, il y a beaucoup de souffrances en suspens. Intégrer l'AES sans adresser les graves problèmes que le peuple de ce pays-là connaît et que l'État et le gouvernement de ce pays, issu de la cuisse du colonialisme français connaît, ne pas les résoudre avant d'adhérer à l'AES, c'est amener des problèmes à l'AES. Si cette question m'était posée par le président togolais, Faure Gnassingbé en personne, c'est comme cela que je lui répondrais. Je lui dirais, monsieur le président, honnêtement, vous n'êtes pas encore prêt. Voici. J'ai énoncé mon analyse. Je pense que si vous remplissez ces critères, il vous sera plus aisé d'adhérer à l'AES. Mais tant que vous ne les remplissez pas, il vaut mieux avoir un accord de coopération privilégié avec l'AES, comme vous le faites déjà. Il vaut mieux avoir une coopération privilégiée avec l'AES, comme vous le faites déjà, que de rater le pas vers une adhésion qui pourrait avoir des conséquences apocalyptiques. Eh bien, pourquoi Serge Daniel, alias le hibou de Dakar, a-t-il publiquement renoncé à son vrai nom d'Africain? Vous entendez souvent parler de ce monsieur-là, qui est connu pour les grands yeux globuleux qui le roulent sur l'actualité africaine, au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Vous le savez, vous connaissez l'homme ou pas? Serge Daniel. Bon. Ce monsieur Serge Daniel ne s'appelle pas Daniel. Je me demandais parfois comment il peut s'appeler Daniel alors que, bon, il est d'origine africaine. C'est vrai que ça arrive. Dans plusieurs pays africains, on a donné non seulement les prénoms, mais aussi les noms d'origine étrangère aux enfants. Mais je me demandais pourquoi il s'appelle Daniel. Jusqu'à ce que ma curiosité soit attirée par une fiche signalétique du personnage qui est disponible sur le site babelio.com.
babelio.com. Alors, il a écrit, il y a une photo du hibou de Dakar, comme nous l'appelons affectueusement. Bon, nationalité France. Il est né le 26 mai 1965. Et là, on nous dit tout d'un coup, Serge Daniel Gbagbo Hundada. Astagfirullah. Serge Daniel Gbagbo Hundada est un journaliste écrivain franco-béninois. Il est diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Il est correspondant de Radio France Internationale et de l'agence France Presse au Mali. Fin connaisseur des méandres de la rébellion ivoirienne, il est également l'un des meilleurs connaisseurs de l'islamisme armé dont on entend parler dans la bande sahélo-saharienne. Ça, c'est une note de Wikipédia. Astaghfirullah. Je vous dis que je tombais des nues quand j'ai appris que le vrai nom, le nom patronymique, celui qu'on lui a donné quand il est né là, le nom de son papa, un vrai nom africain comme ça, de ce soi-disant Serge Daniel, son nom c'est Gbagbo Hundada. G-B-O, G-B-O-O, H-O-U-N-D-A-D-A. Gbagbo Hundada. Regardez un beau nom africain comme ça. Le type a abandonné ça. Les gens sont mauvais. J'ai fait une chanson ici, à ma guitare. Les gens sont mauvais, très mauvais. Ils tuent pour l'argent, ils tuent les gens. Yeah, tchepunge, tchepunkapunge. Hey, tchepunge, tchepunkapunge. Les gens sont mauvais, très mauvais. Ils tuent pour l'argent, ils tuent les gens. Hey, tchepunge, tchepunkapunge. Hey, tchepunge, tchepunkapunge. Astagfirullah. Ja, il s'appelle Gbagbo Hundada. Et il fatigue le monde entier avec Serge Daniel. Selon Serge Daniel, depuis Dakar. Alors, j'ai pu causer. C'est comme ça qu'il parle, ce hibou. Nous avons pu joindre ces derniers temps. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui nous a dit, de toutes les façons, nous sommes à Bamako demain, nous allons instaurer une nouvelle monnaie. Le monsieur s'appelle Gbagbo Hundada. Gbagbo Hundada, le hibou de Dakar. C'est pas possible. Bon, alors, pourquoi je vous parle de ce détail? D'abord parce que, en fait, je trouve qu'il a un très beau nom. Pourquoi les Africains détestent leur nom? Pourquoi il y a encore des Africains qui détestent leur nom? Quelqu'un qui a son niveau de culture. C'est quand même un diplômé d'une école supérieure de journalisme, l'une des plus prestigieuses au monde, celle de Lille. Pourquoi il a honte de s'appeler Gbagbo Hundada? Allez me le chercher, allez me le réveiller. S'il dort, dites-lui de venir ici. Serge Daniel. Gbagbo Hundada, t'as fait quoi? C'est le nom de ton papa. Comme je m'appelle Nyamsi, parce que mon père, c'est Nyamsi. Cameroun Nyamsi, mon père. Tu t'appelles Gbagbo Hundada. Il y a quoi? Alors, j'ai été frappé de constater que les individus qui sont couchés sous le néocolonialisme français ont souvent des problèmes d'identité. Ils ont des problèmes avec leur nom. Ça vous rappelle quelqu'un? Cette pathologie dont ils souffrent là, ça vous rappelle pas quelqu'un? Son mentor en Afrique de l'Ouest, politique, c'est qui? Vous connaissez un certain individu au faciès asymétrique qui a la démarche en point-virgule. Vous le connaissez ou pas? Qui est le modèle, qui est le mentor politique de M. Gbagbo Hundada Serge Daniel? Qui est son mentor? Quand vous voyez sa manière de se comporter là, il imite qui? Qui est celui qui renie ses origines, qui renie son village natal? Quel est l'homme aux 3 actes de naissance dans la même vie? Le 3 fois né pour la même vie? Qui a même demandé qu'on enlève son prénom Draman des documents officiels en Côte d'Ivoire pour que les gens ne sachent pas qu'il s'appelle Draman? Qui a fait ça? Quels sont ces individus qui ont des problèmes de dénomination? C'est-à-dire des individus en réalité qui sont ce que j'ai appelé des OPNI, des objets politiques non identifiés.
Est-ce que vous voyez que Bobo Hundada souffre de la même maladie qu'Ouattara Draman Alassane? Comme dirait le chameau. Monsieur a honte de son nom. Il ne se présente pas par son nom, il se présente par une suite de prénoms français. Serge Daniel. Parce que quelqu'un lui a dit un jour, quand il sortait de l'école de journalisme, que son nom n'était pas présentable. Oh, vous imaginez comment on va faire pour vous appeler? Votre nom, il n'est pas appelable. Dada. Voilà comment on stresse les Africains ici en France. Au lieu que les gens apprennent à prononcer ton nom, ils te disent que ton nom est imprononçable. Est-ce que c'est parce que tu ne peux pas prononcer mon nom que mon nom est imprononçable? Ça me rappelle Christophe Colomb. Il arrive au pays des gens, les Native Americans, et dit qu'il a découvert l'Amérique. Hein? Les habitants de l'Amérique qui étaient là, ils ne se découvraient pas eux-mêmes tous les matins, ils ne se miraient pas, ils ne savaient pas comment ils s'appellent. Toi, tu viens dans le pays des gens, tu dis que tu les as découverts. Et tu dis que grâce à toi, on sait qu'ils existent. Eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils existaient. Mais alors, tu t'appelles Gbagbo Hundada. Tu sors de l'école supérieure de journalisme de Lille. Tu commences ta carrière de journaliste français, franco-africain. Des gens te disent que ton nom n'est pas facile à passer à la télé. Qu'est-ce que tu dois faire? En tant qu'Africain, si tu es vraiment non seulement un initié de la tradition et un amoureux de ta civilisation, qu'est-ce que tu dois dire à tes patrons? C'est à prendre ou à laisser. Je m'appelle Gbagbo Hundada. Quand je ferai des reportages depuis Bruxelles, depuis Amsterdam, depuis Washington, je dirai Serge Daniel Gbagbo Hundada. Serge Daniel Gbagbo Hundada depuis Dakar. C'est pas joli. Et puis les noms chez nous en Afrique, ce sont des invocations d'entités ancestrales qui sont des énergies divines. Je ne serais pas surpris. Et je demande à mes frères et amis béninois, à mon doyen bien-aimé Epiphane Deguenon, je demande de m'étudier ce nom-là. Gbagbo Hundada, là, ça signifie quelque chose. Et je comprends pourquoi l'individu a raté sa vie. Si aujourd'hui c'était un ennemi du peuple africain qui diffuse et qui médiatise les opinions des terroristes, des néocolonialistes et des impérialistes, c'est parce que c'est un individu qui s'est renié lui-même. C'est un reniard. Il souffre du reniement de soi, le reniement d'identité. Il souffre de cette auto-blessure, de cette auto-mutilation qui caractérise le nègre de maison, le nègre marchandise, le nègre mayotte capétia. Ah, donc monsieur avait honte de s'appeler Gbagbo Hundada. Mais dis donc, si c'est ce nom que moi, mes parents m'avaient donné, qu'est-ce que j'en serais fier? Un nom qui a une invocation. J'ai un de mes avocats, le président du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, mon frère et ami. Njifutawo Woshawo Aboubekr. Quand moi je prononce le nom de ce monsieur-là, est-ce que vous n'êtes pas content qu'il y ait des noms africains? Mais les noms africains sont des invocations ancestrales. On ne joue pas avec un nom africain là. Sois fier de ton nom africain. C'est quoi ça? Il s'appelle Gbagbo Hundada. Et il a honte. Tu as honte de quoi? Il y a quoi de mal dans Gbagbo Hundada? Il y a quoi dedans? C'est la répression coloniale, c'est la répression raciste qui a amené les Africains à détester leurs noms, leurs appellations. Et à couper le fil d'argent qui relie les générations à travers la vigueur, la puissance du patronyme à leurs ancêtres jusqu'à Dieu le Tout-Puissant. Le nom est ce par quoi l'être est invoqué. Le nom, c'est le mot de passe dans les générations. Le nom est le mot de passe même dans l'invisible. Le nom est ce par quoi la parole se fait chair. Le nom. Tu t'appelles Gbagbo Hundada, tu en as honte. Je comprends pourquoi tu as raté ta vie. Voilà donc le problème. Monsieur Roukoul à Dakar, il est reporter, journaliste en Afrique, mais il n'assume pas son nom africain. Ouais. Pitié. Gbagbo Hundada. Gbagbo Hundada. Qu'est-ce que j'aurais été heureux de pouvoir l'appeler par son nom depuis tout le temps que je l'appelle Serge Daniel, ne sachant pas comment il s'appelle. Eh bien, désormais, nous l'appellerons
le hibou de Dakar, Serge Daniel Gbagbo Hun Dada. Lui là, s'il ne connaît pas son nom, nous on va lui apprendre son nom. S'il n'aime pas son nom, nous on va lui apprendre à aimer son nom. Tous les Africains qui ont honte de leur nom, quand vos noms vont tomber dans nos mains, nous allons vous guérir, eh bien, de la dénominopathie. C'est-à-dire la maladie du nom, le mal à dire votre nom. La dénominopathie. On va vous guérir de ça. C'est une maladie très grave, qui est l'une des maladies du satrape et de tous les satrapes. Ils ont toujours eu des problèmes avec ça. Gbagbo Hun Dada. Gbagbo Hun Dada. Écrivez ça. Écrivez bien son nom. Serge Daniel Gbagbo Hun Dada. À partir de là, quand il déblatère, il ment sur l'actualité politique africaine, on invoque son nom. Et on invoque ainsi ses ancêtres. On invoque ainsi ses mânes ancestraux pour qu'ils soient punis ici-bas et là-haut pour tout le mal qu'il fait par ses mensonges à l'Afrique contemporaine. Oui, j'espère que beaucoup d'entre vous tombez des nues en apprenant qu'il s'appelle Gbagbo Hun Dada. C'est Daniel. C'est de cela qu'il s'agit. Eh bien, s'il ne connaît pas son nom là, nous on va lui apprendre ça. Nous allons lui apprendre comment il s'appelle.